il y a un, il y a un chat, je ne sais pas c'est qui. Non. Alors, il me semble que tout le monde... Bon, on va y aller. Comme il n'y a pas un étudiant qui est prêt à répondre. Si je peux me permettre... Je vois Marie-Joëlle qui voudrait répondre, qui est en train de lever la main. Ok, il peut y aller. Elle peut y aller. Je ne sais pas voir ça. Elle peut y aller. Oui. Avant que... Oui, Marie-Joëlle, vous pouvez répondre à la question? Elle est où? Apparemment, son vidéo n'est pas, son microphone n'est pas activé. Excusez-moi, Okay. un problème de connexion. On a réinitialisé. Oui. Alors, je pense que la méthode de recherche, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'arriver à une certaine conclusion dans la recherche. Ok. D'accord. Papa Honnête, maintenant, vous pouvez y aller. Oui, je étais en train de dire par rapport à la question que signifie méthode de recherche, c'est que sur le plan philosophique, ça implique beaucoup de choses, mais je vais répondre empiriquement en disant que les méthodes de recherche, c'est l'ensemble des règles qui sont reconnues et qui sont bien approuvées pour conduire une recherche elle-même qui serait un ensemble d'activités méthodiques, objectives, rigoureuses et vérifiables pour résoudre un problème réel qui se pose dans la société. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bref, méthode de recherche, c'est l'ensemble de techniques qui sont reconnues et approuvées pour conduire une recherche. Ok. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier, comme je l'ai dit, notre contenu. Nous allons voir, nous aurons un aperçu sur le processus de recherche. Nous allons également voir, étudier peut-être la conception de la recherche. Et ici, nous allons vraiment parler du choix clé lorsque nous parlons de la méthode de recherche. Nous parlerons également de l'élaboration de deux paradigmes de recherche. Et puis, nous allons parler de fiabilité, validité, générabilité. Et puis, nous allons parler de la conception de l'enquête et échantillon. Et quand nous parlons de paradigme, le mot paradigme semble être un mot que nous employons le plus souvent. Mais dans la méthode ou dans la recherche, il peut être défini comme les normes du travail légitimes dans les cas de la science qui les régit. En d'autres termes, quand nous parlons du paradigme, nous parlons d'un outil analytique dans la recherche. Un outil qui nous permet d'analyser ou qui nous permet de faire des différenciations entre les deux choses que nous voulons étudier aujourd'hui. Et quand nous parlons du paradigme également, nous voulons la résolution d'un énigme. Et énigme fait toujours allusion à ce que mon frère a dit, la résolution d'un problème dans la société. Et donc, tu es là devant un problème et te demandes quel paradigme dois-je utiliser pour résoudre ces problèmes ici. Et quand nous parlons de la recherche, nous avons deux types de paradigmes. Le premier, nous l'appelons paradigme positiviste. Positiviste, qui est basé sur les sciences naturelles. Et ça fait allusion à la quantitativité. Quand nous parlons de positivisme, nous parlons de la quantité, le nombre, les chiffres, la mesure. Ça, c'est la première des choses que je voudrais que nous retenions. Elle est basée sur les sciences naturelles, sur la quantité, sur le comptage, sur la mesure et sur le nombre.
Le deuxième type, que nous appelons interprétatif, phénoménologique et constructif, il est basé sur la phénoménologie. Et là, il y a idée du qualitatif, il y a idée du descriptif, il y a également idée de l'inférentiel. Mais le mot que nous pouvons retenir entre les deux, le premier parle du nombre ou des chiffres, de figures. Le deuxième parle de mots. Le deuxième parle de mots. Alors, si nous sommes devant un problème en société, soit ce problème sera résolu en utilisant les techniques qui font appel au nombre, soit nous allons utiliser, sans nous allons résoudre le problème. Et dans la recherche, nous avons ces deux paradigmes. Les uns vont s'appuyer sur le nombre qui fait allusion à la quantité, au comptage et aux mesures. D'autres vont s'appuyer sur la qualité. Ils veulent décrire. Et quand ils veulent décrire, ils font appel à quoi? Aux mots. Alors, quelles sont les croyances de base lorsque nous parlons du paradigme positif et du paradigme phénoménologique? Quelles sont les croyances de base? Le premier, dans le paradigme positif, c'est que le monde est objectif. Et c'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes qui utilisent des paradigmes positifs nous diront 1 + 1 = 2. Pour eux, c'est objectif. Ce sont les faits qui comptent. Ce sont les évidences qui sont très importantes. Et en ce moment-là même, le chercheur ou l'observateur est tellement indépendant de ce qu'il est en train d'étudier. Il n'est pas impliqué dans ce qu'il est en train d'étudier. Le troisième élément, c'est que la science pour eux semble être sans valeur. Pour eux, ce sont les faits. Est-ce que si je mange, est-ce que si je vais à l'hôpital et qu'on me prescrit la paracétamol parce que j'ai des maux de tête, serais-je guéri? Si c'est vrai, pour lui, son monde est résolu par le paradigme positif. Le deuxième élément, la phénoménologie, le paradigme phénoménologique, ici, le monde est socialement construit. Il est vraiment subjectif. Il fait appel aux sentiments. Il fait appel en fait, ce n'est pas des faits qui sont là. C'est vraiment construit. C'est comme on peut nous dire, si tu vas à l'école et tu as ton diplôme, tu peux avoir un travail. C'est vraiment subjectif. Parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont étudié, qui n'ont pas de travail. Le monde est socialement construit et il est subjectif. Le deuxième élément, c'est que l'observateur ou les chercheurs fait partie de ceux qui est en train d'observer. Il est possible que quand il va aller investiguer ou il va aller faire une recherche, il fait partie de ces gens-là. Il étudie ces gens-là. Il est impliqué dans la recherche. Le troisième élément, c'est que la science est guidée par les intérêts humains. Il est en train de se demander, bon, si j'essaie de résoudre les problèmes de manque de transport à Goma, qu'est-ce que je gagne à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Mais le premier, ce n'est pas son intérêt. Le premier, est-ce que le fait, est-ce que les évidences parlent mieux qu'est-ce que je suis en train de penser ou croire? C'est vraiment ça les deux mondes dans lesquels nous avançons. Et quand nous faisons les recherches et quand nous sommes en train peut-être d'écrire notre mémoire, notre DFC, notre mémoire, notre thèse. Non, je peux partir après, mais peut-être j'ai 15 ans. 15 ans. Okay, ça peut. Come again? Come again, can I continue? Vous pouvez poursuivre, Jésus. Ok, je pensais qu'il me parlait. Alors, je disais que le plus souvent, quand nous parlons des recherches, nous avons ces deux paradigmes entre nous. Nous avons soit le paradigme positif, qui est vraiment et la quantité et le nombre. Le deuxième paradigme qui est vraiment basé sur un monde qui est subjectif. Ce n'est pas vraiment palpable, ce n'est pas du concret. On peut déduire sur les faits qui sont sentimentaux, Mais le premier monde, c'est vraiment des faits. Ce sont les évidences qui parlent mieux. Et si chacun de nous peut découvrir son paradigme, c'est vraiment important. Alors, si nous parlons maintenant dans les deux paradigmes, essayons de comprendre qu'est-ce que le chercheur doit faire. Dans le paradigme positif, le chercheur se concentre sur les faits, comme je l'ai dit, sur les évidences, sur les preuves. C'est là où il se concentre.
Il est en train de dire, je suis en train d'étudier l'efficacité de la thérapie cognitive sur la dépression. Et il essaye de voir quels sont les faits. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment des faits palpables? Est-ce que cette théorie est vraiment efficace lorsque nous parlons de traiter la dépression? Mais le deuxième élément, lui peut dire non. Les chercheurs essaient de voir la cause et les lois fondamentales par rapport à ça. Il est en train de dire, OK, est-ce que la moustique peut causer la malaria? C'est vraiment basé sur cause et effet. Le troisième élément, il essaie de réduire le phénomène à un élément simple. Il essaie de dire, je vais prendre ça et je vais comprendre si réellement ça peut aller. Et le troisième et le quatrième point, il essaie de formuler les hypothèses à tester. C'est ça, c'est quand nous parlons du paradigme positif. Il essaie d'étudier, de formuler les hypothèses. Il s'est dit, est-ce que si j'étudie, j'aurai un diplôme? Et si je n'étudie pas, est-ce que j'aurai un travail? C'est vraiment les hypothèses qu'il est en train, il déduit des hypothèses qui doivent être testées. Et c'est ça le paradigme positif. Par contre, quand nous parlons du paradigme phénoménologique, ici, on est en train d'étudier les significations. Quelqu'un vient et il essaie d'interviewer 50 personnes et il se demande parmi les 50 personnes par rapport à ceux qui ont été affectés par le volcan en 2003. Il va se rendre compte que plusieurs donnent différentes significations sur l'événement du volcan. Ils n'ont pas la même signification, comment le volcan les a affectés. Et c'est ça même le paradigme phénoménologique. Il essaie de comprendre ce que le monde, ce que les hommes et les femmes ont vécu par rapport à cette expérience-là. Mais par contre, le premier, lui, c'est vraiment prendre les 50 personnes qui ont été qui ont été impliquées après le volcan. Il leur demande comment avez-vous été affectés. Il va nous dire non, parmi les 50 personnes, 30 étaient dépressées. Parmi les 50 personnes, 20 étaient anxieux. Parmi les 50 personnes, personne n'a été dépressé. Et pour lui, le nombre parle mieux. Mais par contre, pour l'autre, quand il va dire, bon, parmi les 50 personnes qui ont été affectées par le volcan, et ils vont donner les significations. L'autre dira, j'ai perdu ma maison. L'autre dira, peut-être que j'ai perdu mon véhicule. L'autre dira, mon travail était fini. Il essaie de baser sa recherche sur le mot, sur les significations des choses qui s'est passées. C'est la raison pour laquelle il dit, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Le troisième élément, il regarde la situation en totalité. Il voit la situation en totalité. Le quatrième élément, c'est qu'il développe les idées à travers l'induction à partir des données. Il n'est pas en train de déduire, mais il a un avis par rapport à ce qui a été dit. Mais par contre, le premier, lui, il prend les hommes, il les étudie, et il dit non, parmi ces hommes ici, 50 sont dépressés, 30 sont anxieux, 15 ont le trouble post-traumatique stress. Mais lui, il dit non, parmi les trois ici, les thèmes que nous avons eus, il y a 5 qui ont perdu la maison, 5 qui sont en train de s'inquiéter par rapport à leur avenir. Et donc, ces deux éléments-là, c'est ce que le chercheur doit connaître lorsqu'il est en train de faire la recherche. Alors, parlons maintenant de méthodes préférées incluses. Quand nous parlons de méthodes préférées incluses, quand nous en parlons, le premier élément, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le premier, dans le paradigme positif, la personne cherche des concepts à mesurer. Cherche des concepts à mesurer. Et le plus souvent, il étudie un grand nombre d'hommes, un échantillon qui est plus large. Il cherche des concepts à étudier, mais c'est sur un échantillon qui est très grand. Par contre, sur le paradigme phénoménologique, il étudie plusieurs méthodes pour établir les différences, pour établir différentes vues de phénomènes. Il a plusieurs méthodes. Il peut prendre l'ethnographie, il peut prendre les cas d'études, il peut prendre plusieurs choses dans le but d'étudier. Mais ici, le premier, non. Il cherche des concepts pour mesurer. Est-ce que la dépression, est-ce que le chômage peut créer la dépression? Point final pour lui. Mais l'autre là, il va prendre plusieurs éléments pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait à ce que les gens ont la dépression. Il ne va pas seulement étudier le chômage, il peut peut-être étudier le mariage, il peut aller étudier plusieurs éléments dans le but de comprendre. Et le plus souvent, il étudie un petit nombre
Ce n'est pas un grand échantillon, un petit échantillon en profondeur et dans les temps. Ça veut dire c'est long, ça peut être long, et puis c'est en profondeur. Il voit les échantillons vis-à-vis, face to face. Chacun, il les voit chaque jour et il les contacte. Mais l'autre peut faire une étude en groupe. Et dans ces groupes-là, il tire des conclusions par rapport à ce qu'il veut comprendre. Alors, nous avons quatre hypothèses, spécialement quand nous parlons de la recherche. La première hypothèse sera l'hypothèse épistémologique. Et ici, c'est vraiment la relation entre les chercheurs et ce qui est en train d'être cherché. Entre les chercheurs et ce qui est en train d'être cherché. Et le premier élément, nous parlerons du paradigme quantitatif, paradigme positif, comme je l'ai dit. Ici, le chercheur est indépendant de celui qui fait l'objet de la recherche. Il n'est pas inclus dans la recherche. Il est simplement en train d'étudier la dépression. Il est simplement en train d'étudier la malaria. Il est simplement en train d'étudier la capacité intellectuelle à l'UEPGR. Il ne fait pas partie de ça. C'est vraiment le chercheur indépendant. Mais dans le deuxième paradigme, bien qu'il étudie, mais il fait partie de cette étude-là. Il vit avec les échantillons. Il est avec eux. Ça veut dire que je peux voir Honnête qui veut aller étudier peut-être les enfants de Kauta, ceux qui sont turbulents. Vous allez vous rendre compte que Papa Honnête va commencer à aller chaque jour, peut-être à la récréation, pour voir comment il se comporte. Il fait partie de cette étude-là. Il est impliqué dans l'étude. C'est même ça la première hypothèse épistémologique. C'est entre la recherche et ce qui est en train d'être recherché. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Le deuxième élément, nous parlons de l'hypothèse axiologique. Ici, c'est vraiment l'idée. Quel est le rôle des valeurs dans la recherche? Et le plus souvent, dans le paradigme quantitatif, le chercheur n'a pas de valeur. Il est vraiment impartial. Il ne saura pas changer parce que c'est 1 plus 1 égale 2. Tu ne diras pas que non, 1 plus 1 égale 2,5. Non. C'est vraiment l'exactitude du calcul. 1 plus 1 égale 2. Point final. Le deuxième élément, quand nous parlons du paradigme qualitatif, lui, il est chargé de valeurs. Et même à un moment donné, il peut être biaisé par ces valeurs-là. Il peut aller étudier un groupe d'hommes, disons, il peut aller étudier, je ne sais pas quel problème que nous avons. Prenons l'exemple de l'homosexualité. Il peut aller étudier l'homosexualité, mais parce qu'il est chrétien, il émet ces valeurs dans sa recherche. Il émet ces valeurs. Il essaie de mettre ces valeurs dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est même ça que nous devons faire attention lorsque nous voulons étudier, lorsque nous voulons faire une étude, lorsque nous voulons faire une recherche. Le premier élément, c'est l'épistémologie. Le deuxième élément, c'est l'axiologie, où vous demandez quel est le rôle entre les deux valeurs que nous sommes en train de jouer. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse rhétorique. Et ici, il fait allusion au langage de la recherche. Quel langage que je vais employer? Dans le paradigme quantitatif, c'est vraiment le langage formel, basé sur les définitions déjà établies et la voix impersonnelle. Ça veut dire que vous avez lu beaucoup de littérature et vous connaissez que la thérapie familiale aide les couples. Ça, vous connaissez. C'est vraiment formel. Mais alors, vous voulez maintenant prendre cette thérapie-là pour essayer d'étudier et voir si réellement ça peut vraiment aider le couple. Mais vous avez lu qu'il y a une étude qui a été faite peut-être en Australie, en Amérique ou en Occident, où les hommes et les femmes ont étudié et ils ont vu que ça marche. Mais vous vous demandez, est-ce que ça peut aussi marcher au Congo si j'étudie la même population? C'est vraiment le paradigme, c'est vraiment formel. Il n'y a pas de choses que vous faites. Dans le paradigme qualitatif, c'est vraiment informel. Pourquoi? Parce que tu es en train d'étudier et tu peux te rendre compte que les gens amènent des choses qui n'ont jamais été découvertes. L'échantillon te produit des choses
qui n'ont jamais été là. Il y a vraiment, il y a même ta voix qui participe parce que tu as étudié, tu as été avec eux. Tu peux comprendre nécessairement que ce n'est pas le chômage qui amène à la dépression. Il est possible également que d'autres facteurs contribuent à la dépression, pas seulement le chômage. Pourquoi? Parce que vous avez été avec eux, vous les avez étudiés et vous avez été participatif dans cette étude-là. Et ce n'est pas vraiment formel, c'est quelque chose qui peut venir, on découvre de nouveau. On a des éléments nouveaux. Si Papa Roger a fait une étude parmi les élèves de Metanoia, et il a découvert que les élèves de 5e année, de 6e année, 5e année sont anxieux, et parce que seulement ils sont anxieux de l'examen d'État, Kassali peut aller étudier en étudiant le paradigme qualitatif, et il va découvrir que ce n'est pas seulement l'examen d'État. Les uns vont appeler les thèmes par rapport aux parents. Ils vont dire que mes parents, d'autres diront peut-être que le trajet est dur, d'autres diront peut-être que les enseignants sont durs. En fait, quand on étudie les paradigmes qualitatifs, il y a plusieurs thèmes qui surgissent. Les chercheurs découvrent plus autre chose que ce qui a été déjà établi et ce qui a été déjà connu comme la cause et effet. C'est la raison pour laquelle, quand on est en train de faire la recherche, nous devons avoir les deux paradigmes. Le premier paradigme qui a déjà des éléments connus, on connaît que le moustique est dans l'état comme malaria. C'est déjà peut-être connu. Il y a déjà une étude qui a été faite. Mais quand tu peux aller étudier le malade à l'hôpital général qui ont la malaria, tu peux découvrir autre chose si tu utilises le paradigme qualitatif. Parce que là, il y aura beaucoup de thèmes. Il y aura beaucoup de choses qui seront découvertes en utilisant le paradigme qualitatif. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut wave. Voilà. Est-ce que là, au moins, je vois. Je vois Roger, je vois Kassal, je vois aussi le nom, il me semble, Sinaba DJ. Ça me semble un peu compliqué. Wenceslas. Wenceslas. Son nom, c'est Wenceslas. I don't know if it's in English or like something else, but we are together. Alors, parlons maintenant de la quatrième hypothèse, qui est l'hypothèse méthodologique. Et ici, quand nous parlons de l'hypothèse méthodologique, quand nous parlons du paradigme quantitatif, nous avons le processus déductif, comme je l'ai dit, cause et effet. Cause et effet. Et le plus souvent, ça nous amène à la prédiction, à l'explication des faits que nous sommes en train d'étudier. Il est fiable et il est précis. Parce que naturellement, vous connaissez que les événements traumatiques peuvent créer le trouble traumatique. Si quelqu'un a été violé, il est possible qu'il développe le trouble post-traumatique stress. Ça, c'est vraiment cause et effet. Si quelqu'un a été impliqué dans un accident presque mortel, il est possible qu'il développe après un temps le trouble post-traumatique stress. C'est possible. Si quelqu'un a étudié, a révisé la matière, il est possible qu'il passe à l'examen. C'est vraiment cause et effet. Et le plus souvent, ces causes et effets nous amènent à la prédiction. On dira, OK, si tu as été involvé, tu as été impliqué dans l'accident, tu peux développer la dépression, tu peux également développer le PTSD. Mais par contre, quand nous allons dans le paradigme qualitatif, ici, il y a le mutuel en mise en forme de similarité des facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui permettent qu'on ait une conclusion par rapport à un fait. Ici, le chercheur peut créer des théories. Les théories qui sont basées par des choses qu'il a faites. Mais le chercheur ne crée pas, il ne génère pas les théories. Le chercheur fait cause à effet, étudie les deux variables, les deux concepts, et les deux concepts nous amènent à quoi? À une conclusion. Mais dans l'autre ici, le chercheur est un peu ignorant. Il est prêt à découvrir. Il est assoiffé de ce qu'il veut découvrir dans la recherche. Il connaît que réellement,
le trouble, il connaît que les événements traumatiques comme l'accident peuvent amener au trouble traumatique, mais en même temps, il peut se dire non. Est-ce que réellement ça peut amener à ça? Il est ouvert dans plusieurs optiques quand il fait la recherche. En sorte que quand il fait ça, il peut également découvrir d'autres thèmes qui peuvent l'aider à faire quoi? À avoir de conclusions par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors, quelles sont les méthodes? Quand nous parlons de méthodes, nous parlons maintenant des stratégies de recherche. Et ici, nous allons parler de l'expérience. Experiment. C'est vraiment l'expérience. Ou alors vous utilisez un sondage ou des tests. C'est vraiment ce que le paradigme qualitatif fait. Il fait de l'expérience. Il dit, OK, je vais étudier une population à l'ULPGL, mais je vais vraiment étudier les étudiants déjà en G3. Pourquoi? Parce que j'estime que ce sont les étudiants entre 17 et 25 ans, on nous a dit, que l'âge entre 17 et 25 ans, ce sont les gens qui sont plus affectés par la dépression. OK. Il fait l'expérience. Deuxièmement, il peut dire sondage. Il essaie de donner et il essaie de sonder qu'est-ce qui se passe. Troisièmement, il peut tester les deux tests. Alors, quand nous parlons également de phénoménologie, il y a l'ethnographie. Il y a la théorie qui est ancrée. Il y a une étude des cas. Il va spécialement étudier les malades, qui sont à l'île Africa affectés par les cancers. Il étudie comment les cancers les affectent. Il étudie ces gens-là. Et donc, quand nous étudions la méthode de recherche, les gens qui sont plus dans le paradigme quantitatif peuvent utiliser des expériences, les sondages et des tests. Les gens qui sont dans le paradigme qualitatif, et ils étudient, ils font l'ethnographie, ils font les études phénoménologiques, ils font la théorie ancrée ou études des cas. Ce sont les deux choses qu'ils font le plus souvent. C'est la technique ou c'est la stratégie qu'ils utilisent pour étudier la population qu'ils veulent étudier. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que je peux poser une question? Qu'est-ce que c'est l'ethnographie, selon vous? Voilà. Madame Semé, est-ce que la vice-doyenne est là? Je suis là. Oui, c'est vous qui m'avez aidé à connaître celui qui a levé la main. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous pouvez m'aider à connaître la personne. Je ne vois personne jusque-là. OK. Alors, je voudrais vraiment un volontaire. Je voudrais que quelqu'un nous explique le sondage dans le premier et le deuxième nous explique l'ethnographie dans le deuxième paradigme. Donc, 2 personnes. Parce qu'on m'a donné, je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comme il y a la vidéo, quelqu'un peut lever la main, on va la voir physiquement. Oui. Oui, allez-y, Papa Roger, je vous ai vu. Allez-y, Papa Roger. Allez-y, je vous ai vu. Allez-y. Par rapport donc à l'ethnographie, par exemple, donc, dans une recherche, lorsque nous nous intéressons, par exemple, aux maladies, par exemple, mentales, on peut essayer un peu de voir, avec l'approche ethnographique, quels sont, par exemple, les aspects, on peut rechercher les aspects socio-culturels qui sont à la base, qui se cachent derrière cette maladie afin de pouvoir comprendre ce qui se passe. Peut-être que même la signification de la maladie varierait même selon qu'on se retrouve dans telle culture ou dans telle autre culture. Pendant que dans un coin, on peut, par exemple, penser que le malade mental l'est parce qu'il a peut-être violé certaines dispositions coutumières, où il est entré, il a posé les pieds là où il ne devrait pas le poser.
dans d'autres cultures, par exemple, on peut penser que c'est parce que peut-être il y a eu un problème entre, au niveau professionnel. Et voilà un peu au niveau ethnographique ce que nous pouvons, par exemple, faire à guise d'exemple. Merci beaucoup. Ça fait vraiment allusion à l'ethnie. Oui. Quelqu'un d'autre peut nous aider avec qu'est-ce que signifie? Merci beaucoup, Paroles. Qu'est-ce que signifie étude des cas? Involontaire? Pas de volontaire. Alors on va donner une interrogation qui sera à côté. Celui qui réussit là, il a un casier de sucré. Comme ça, on va voir qui va répondre. Merci. Qui va répondre à la question? Qui a une idée de l'étude des cas? Il n'y a personne. Je peux? Oui, allez-y. Oui. Allez-y, papa. Par rapport à exemple, où l'on s'intéresse, par exemple, à une maladie X, on peut essayer, par exemple, de se concentrer sur une personne singulière. Là, nous sommes dans une étude de cas, ou par exemple, sur une culture, par exemple, donnée. On peut dire, par exemple, quelle est la conception de la maladie mentale chez le Nande. On essaie de comprendre, juste chez le Nande, ce que cela représente. Alors là, on est dans une étude de cas qui se concentre juste sur une culture, par exemple, donnée. Voilà un peu. C'est vrai. Ou alors, oui. C'est vrai. Ou alors on étudie pourquoi simplement les gens de L2 ne distinguent pas. Voilà. C'est aussi une étude de cas. C'est une étude de cas, oui. Une étude de cas comme ça. Oui. Pourquoi ils ne distinguent pas? Oui. Voilà. Pourquoi en pédagogie, il y a beaucoup, pourquoi littéraire, il y a beaucoup d'échecs en pédagogie? Étude de cas. Donc, c'est un peu ça. Alors, je disais que quand nous parlons de l'hypothèse, quand nous parlons de méthodes ou stratégies de recherche, les trois sont utilisés beaucoup plus dans la quantitative, dans la recherche quantitative. Ça veut dire il y a l'expérience, il y a le sondage. Parce que les sondages, on peut dire, faisons un sondage un peu, essayons de voir ceux qui étaient pour que la reprise de l'activité académique ait lieu et ceux qui étaient contre. Et puis on fait un sondage, on se rend compte que 55% étaient pour la reprise des cours. Et finalement, les faits parlent mieux. Là, on dira non. On a étudié sous l'étendue de la République démocratique du Congo. Et voici les universités, 55% des universités que nous avons au Congo ont répondu favorablement à l'étude. Mais quand nous allons dans le paradigme qualitatif, là, ce n'est pas les chiffres qui parlent, c'est les thèmes qui parlent, c'est la thématique qui parle, la signification qui parle. Et vous pouvez étudier, vous pouvez aller dans l'ethnographie, vous pouvez aller dans l'étude des cas, vous pouvez même faire une étude phénoménologique et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est étudié un phénomène, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces trucs-là, ces pays-là. Alors, parlons maintenant des concepts fondamentaux dans la recherche. Le premier concept, c'est la validité. Le deuxième concept, c'est la fiabilité. Et le troisième concept, c'est la généralisabilité. Voilà les trois concepts fondamentaux dans une recherche. Et quand nous parlons... qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le premier élément, c'est la validité. Et ici, du point de vue, quand le positivisme parle,
Et il se demande la question, est-ce que réellement l'instrument que je vais utiliser va mesurer ce qu'il doit mesurer? Est-ce que cet instrument ici peut mesurer ce que je veux qu'il mesure? Dans ceux qui sont dans le paradigme phénoménologique, ils vont se demander, est-ce que les chercheurs vont-ils gagner accès complet aux connaissances et aux significations des informateurs? Le premier paradigme, il est basé sur les questionnaires. Tous sont basés sur les questionnaires. Mais ici, il est de demander, si je prends le test de Beck sur la dépression, est-ce que ce test-là peut mesurer significativement la dépression? C'est vraiment l'idée de test qui est là, qui est vraiment sensé. Mais ici, dans le paradigme qualitatif, il se demande, si j'étudie les militaires congolais, je vais vraiment avoir accès aux militaires congolais? Seront-ils présents chaque jour des recherches? Est-ce qu'ils seront là présents? Parce que s'ils sont présents, est-ce qu'ils vont également, est-ce qu'ils vont s'ouvrir? Est-ce qu'ils vont parler de l'expérience de la guerre qui a eu lieu à, peut-être, je ne sais pas, à Chabunda? Est-ce qu'ils vont parler de comment ils ont expérimenté cette guerre-là? Ici, les chercheurs ont des questions plus par rapport à l'accessibilité de la connaissance et de la signification du peuple qu'il veut étudier. Mais le premier, c'est vraiment par rapport à l'instrument. Est-ce que l'instrument que je vais utiliser est vraiment valable? Est-ce qu'il va vraiment mesurer ce que je vais mesurer? Quand nous parlons de la fiabilité, nous parlons de l'exactitude de mesure. Exactitude de mesure. La mesure donnera-t-elle le même résultat à différentes occasions? Si je prends le test de Beck, qui c'est un test qui évalue la dépression, si je prends ce test-là et je mesure les étudiants de l'ULPGL et je vais encore essayer de mesurer les étudiants de l'UNIGOM, est-ce que ce test-là peut donner le même résultat? Est-ce que ce test-là peut mesurer et donner le même résultat en différentes occasions? Si je les mesure ce matin, je les mesure encore le soir, ou je les mesure peut-être après 30 minutes ou après une semaine, est-ce que j'aurai le même résultat quand je les mesure? C'est vraiment ça le point de vue quantitatif. Mais par contre, quand nous parlons du point de vue phénoménologique, et il se demande, est-ce que les observations il y a eu problème de connexion, me semble. Oui. OK. Est-ce que mon écran est toujours partagé ou non? Non, pas encore, vous pouvez le refaire. Mais vous avez encore 5 minutes. OK. 5 minutes pour clôturer. Alors, je disais, sur le point fiabilité, la question fondamentale qu'on se pose du point de vue quantitatif, est-ce que la mesure donnera-t-elle le même résultat à différentes occasions, en supposant qu'il n'y a pas de changement? Si Lynn essaie d'étudier les étudiants de L2 par rapport à l'anxiété, est-ce que ça peut donner le même résultat les étudiants le lundi et il répète le même test le mardi, et ça peut donner le même résultat? Ça, c'est du point de vue quantitatif. Mais du point de vue phénoménologique ou qualitatif, la question qu'on se pose, est-ce que si un autre chercheur ou un autre chercheur vient, aura-t-il les mêmes observations que j'ai eu à faire il y a un mois donné? Aura-t-il les mêmes thématiques, les mêmes explications que l'échantillon m'a donné en différentes occasions? Le troisième élément qui est le fait de généraliser. Ici, c'est la probabilité
que le modèle observé dans un échantillon sera également présent dans la population large. Et le plus souvent, quand on fait les études, tu dis que tu étudies les étudiants de l'ULPGL, mais tu te focalises seulement sur les étudiants de L2. Mais ce que tu as trouvé comme résultat, est-ce que tu peux le généraliser dans toute la vie étudiante de l'ULPGL? C'est ça vraiment la pensée, le point de vue quantitatif. J'ai étudié simplement sans étudiants de l'ULPGL. Mais est-ce que les résultats que j'ai obtenus, je peux les généraliser parmi tous les étudiants de l'ULPGL à Goma? Mais par contre, quand nous parlons de phénoménologie, il se demande quelle est la probabilité que les idées et les théories générées dans un paramètre s'appliquera. Les résultats que j'ai trouvés maintenant, est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres contextes? Si j'ai étudié les étudiants de l'ULPGL, et j'ai trouvé que parmi eux, ils se disent que le pays ne va pas bien. Mais est-ce que si je veux étudier les étudiants de l'INIGOM, j'aurai le même résultat, j'aurai la même explication qui ont été données? Et le plus souvent, on dit ceci, le qualitatif ne peut pas être généré parce que les expériences sont différentes. Bien que nous tous, nous avons expérimenté le volcan, nous pouvons expérimenter le volcan différemment. Bien que nous tous, nous avons été impliqués dans l'accident, les expériences peuvent être différentes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas généraliser dans la recherche qualitative. Ça semble être un peu compliqué. Parce que l'expérience que j'ai connue et que lui a connue ne peuvent pas être le même, bien que ce soit la même situation que nous sommes en train d'étudier. Alors, quels sont les deux défauts quand nous parlons de deux recherches? Premièrement, il y a surestimation de la centralité de la théorie. Vraiment, ici, on dit que les évidences parlent mieux. Il connaît que réellement, comme j'ai déduit la conclusion, c'est vrai. Quand nous parlons de l'autre côté, le chercheur a la capacité de voir encore une minute et de comprendre. Alors, permettez-moi de finir en disant ceci. La recherche quantitative a pour but d'expliquer. Par contre, la recherche qualitative a pour but de comprendre. La première recherche a pour but d'expliquer les concepts et les variables et l'expiration, mais le deuxième but a pour but de comprendre. Et il met l'accent sur l'interprétation, examen de la façon dont le monde est vécu. Il veut comprendre comment le monde est vécu. Deuxièmement, il met l'accent sur la compréhension des phénomènes. Comment ces phénomènes peuvent être compris? Troisième élément, il se concentre principalement sur le type de preuves, ce que les gens vous disent et ce qu'ils font. C'est ça vraiment les deux types. Le premier, ça essaie d'expliquer la complexité, le caractère, mais le deuxième essaie de comprendre. Pourquoi les gens pourquoi les gens sont stressés? Là, il comprend. L'autre, il dit, pourquoi les gens sont en train de... Il peut dire, parce qu'il y a chômage, parce que le pays ne va pas bien, parce qu'il y a ça. Mais l'autre va expliquer. Les gens sont stressés parce qu'il y a chômage, parce qu'il y a crise. Il essaie d'expliquer, mais l'autre comprend. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, doctorat Josué, à partir de Nairobi. Et vous pouvez arrêter le partage donc, de votre écran. Ok, quelques minutes. Oui. Merci encore une fois pour votre attention. Et nous allons directement passer au moment des observations. Donc, en fait, ceux qui sont pas, vous pouvez apporter votre expérience, donner quelques observations et aussi poser des questions. Donc, quelques ajouts, quelques éléments, quelques ajouts à l'exposé, mais aussi essayer de poser des questions pour un éclaircissement de la part de Josué. Voilà, merci.
S'il y a des questions, des observations, vous avez la parole. Oui. Des observations? Ou des questions? Oui. Je vois Wenceslas qui sollicite la parole. Oui, allez-y. Merci de m'accorder la parole. Je n'ai pas vraiment de questions à proprement parler, mais c'est pour tout simplement dire que l'exposé était très bon. C'était un sujet à jour dont le contenu était vraiment très intéressant et comment dire, était utile, surtout pour nous qui faisons des recherches. Et je crois que tout était clair. Ce que je veux savoir tout simplement, c'est que je ne sais pas si vous allez nous envoyer la synthèse, le contenu de cette présentation. Oui, en fait, Josué va m'envoyer. Nous en avons tant besoin. D'accord. Josué va m'envoyer la synthèse dans mon adresse email que je vais poster sur le site web du cours, mais aussi je vais l'envoyer par adresse email. Donc ne vous en faites pas, mais aussi la vidéo, on fera pareil. Ah oui. Merci. Alors, de quoi dépend le choix d'une méthode, la méthode qualitative par exemple, puisque vous dites que on cherche à comprendre, à interpréter. Est-ce que cette méthode, cette approche est toujours possible sur n'importe quel sujet de recherche? Parce que moi, j'ai un sujet, par exemple, sur la transition linguistique de la langue maternelle au français, langue étrangère, et dans l'enseignement-apprentissage des disciplines dites non linguistiques. L'enseignement-apprentissage, par exemple, des mathématiques ou des sciences humaines. Est-ce que cette méthode est toujours possible indépendamment d'un sujet? Voilà ma question. Merci. Josué, vous avez la parole. Je n'ai pas bien compris le sujet qu'il a évoqué, mais il me semble qu'il est en train de faire de langue. Donc, la translation. La didactique des langues, du français. Du français, hein? Oui, la didactique du français. Je suis un peu perdu. Je voudrais comprendre. Vous traduisez de la langue maternelle vers le français? Non, vous vous intéressez je parle de transition, c'est-à-dire quand on apprend les mathématiques, d'abord on les apprend dans les premières classes en langue maternelle et directement on les apprend en français sans qu'il y ait une phase préparatoire pour pouvoir peut-être maîtriser le français qui va leur permettre d'apprendre facilement les mathématiques. Alors je m'interroge et je me dis, est-ce que les élèves n'échouent pas à cause de cette lancée, puisqu'ils ont déjà commencé avec la langue maternelle et puis brutalement, ils rompent avec la langue maternelle et apprennent les mathématiques en français. C'est ça la transition linguistique. Josué? Oui. Josué, je vois la sœur qui a une question, oui, ou une observation. À vous la parole, révérende sœur. Merci de m'avoir accordé la parole. J'ai une préoccupation. Dans la partie là phénoménale, après avoir compris les phénomènes, c'est ce qu'on a de comprendre et pas d'explication. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre, après avoir compris ça, on ne peut pas expliquer? Oui, c'est la deuxième question. La je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la deuxième question. En fait, question, nous sommes au paradigme phénoménal. Phénoménologique. Oui. Alors, on a dit que là, on comprend la situation.
Oui. Alors, je me demandais si, après avoir compris la situation, on ne peut pas expliquer. Oui. Ça va. On ne peut pas utiliser les dés dans cette partie. OK, merci. Une autre préoccupation? Voilà. En fait, je voudrais éclairer la préoccupation de Wenceslas parce qu'il a parlé de façon un peu spécifique, mais de façon générale, il disait de quoi va dépendre donc le choix de paradigme sur le plan scientifique. De quoi donc va dépendre le choix de tel ou tel autre paradigme. Voilà. C'était sa question à bref. Et, je ne crois pas qu'il y a... Oui. Oui. La deuxième question donc de la sœur. Pour la deuxième question de la sœur, je pense que vous l'avez saisie. Elle a dit qu'après avoir compris, est-ce qu'on ne peut pas expliquer le fait? Le fait, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous avez la parole, Josué, dans 1 minute pour bosser un peu sur deux préoccupations. Oui, si j'essaie de répondre à toutes ces préoccupations, je dirais que le paradigme dépend du chercheur. Oui. Ça dépend du chercheur. Premièrement, quel est le paradigme que vous voulez utiliser dans votre étude? Le plus souvent, si vous voulez voir les chiffres, vous prendrez le premier paradigme, le paradigme quantitatif. Mais si vous voulez étudier en profondeur, aller en détail, vous allez prendre le paradigme qualitatif. Et il n'y a pas un choix pour dire, bon, cette étude est seulement faite pour le paradigme quantitatif, celui-ci est fait pour le paradigme qualitatif. Vraiment, le choix repose sur le chercheur, ce qu'il veut comprendre et ce qu'il veut étudier. Et si même dans cette recherche-là, vous voulez aller, vous voulez dire, bon, laissez-moi combiner les deux et mieux comprendre. C'est tout à fait normal. Alors, si je prends la deuxième question qui parle, est-ce qu'après avoir compris, naturellement, on peut expliquer le fait. Après avoir compris, on peut naturellement expliquer. Est-ce que ça veut dire que vous dites que non, j'ai étudié et j'ai compris que parmi les 50 échantillons que j'ai étudiés, 10 ont parlé de la perte, 10 ont parlé de la mort, d'autres ont parlé du chômage. Et vous expliquez pourquoi ils ont parlé de la perte, pourquoi ils ont parlé de la mort, pourquoi ils ont parlé du chômage. Vous pouvez expliquer après avoir compris les variables ou le peuple ou l'échantillon. Merci. Merci beaucoup, Josué. Il y a Madame Semerita qui a la parole. Je ne sais pas si pour des observations ou des ajouts ou une question, je pense, de sa part. Merci, Madame. Merci beaucoup. Après, nous prendrons Honnête pour 1 minute aussi. C'est un petit ajout par rapport à ce que la sœur a demandé. Peut-être à d'autres termes, la sœur voulait savoir si on peut utiliser dans une même recherche la qualitative et la méthode quantitative. Et c'est ce que Josué venait d'expliquer, qu'on peut faire une compréhension et puis on explique. C'est à d'autres termes, ça, ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Honnête? Oui, j'ai une préoccupation qui est presque pratique par rapport à l'exposé que nous venons de suivre de notre confrère Josué. Oui. Personnellement, j'ai un étudiant que je suis en train d'encadrer pour le travail de mémoire de licence en psychologie clinique. Et sur la partie méthodologie de la recherche, l'étudiant a mentionné qu'il va utiliser la méthode descriptive, la méthode analytique, la méthode statistique, la méthode explicative. Et moi, je lui ai dit, finalement, qu'est-ce que tu veux faire pratiquement? Je ne sais pas si Josué, vous pouvez nous donner des éclaircissements à ce sujet de manière pratique dans un travail de TFC ou de mémoire. Quand on parle de méthode, ça signifie quoi finalement? Merci. Josué, vous avez la parole. Ça, c'est une question à piège. Je ne sais pas comment je vais répondre à cette question-là parce que
l'étudiant lui-même a beaucoup de choses. Il dit méthode qualitative, explicative et quoi et quoi. Mais je pense que je peux donner comme peut-être ajout. C'est de dire, de comprendre ce que l'étudiant veut faire. Est-ce que l'étudiant veut expliquer les variables, le phénomène qui se passe? S'il veut expliquer les variables, qu'il prenne la méthode quantitative. Et d'ailleurs, dans ce qu'il a dit, il parle de la description. La description fait partie du paradigme quantitatif. Ça veut dire qu'il doit aller dans ce paradigme-là. Il veut nous expliquer le fait. Mais mélanger les trois, ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai entendu qu'il a dit par rapport au descriptif. Et les descriptifs, c'est vraiment les chiffres. C'est vraiment comprendre les variables. Et donc, je vous encouragerai à l'encourager à prendre le paradigme positif qui est sur les évidences. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour les observations. Et donc, par rapport, donc, vous avez trouvé que c'était très vraiment enrichissant. Et sur le plan conceptuel, c'était vraiment très haut. Et si vous voyez, par exemple, la question de Kassali Honnête, de notre confrère Honnête, vous voyez, c'est pour essayer encore de ramener ça très bas. Donc, pour que quelqu'un qui est au niveau inférieur puisse consommer. Donc, vous avez trouvé qu'au niveau théorique, au niveau de l'abstraction, c'était du haut niveau. Et ce qui me paraît très intéressant. Et par rapport donc à l'observation, donc ce qu'on a dit, je voudrais aussi dire qu'effectivement, donc il faudrait que l'étudiant fasse un choix de paradigme, c'est-à-dire qu'il précise quel paradigme, il est dans quel paradigme, il faut qu'il opte un choix, mais il y a là-dedans, là où vous parlez de méthodes analytiques. Des fois, lorsqu'on nous parle de méthodes analytiques, je pense que l'étudiant voudrait faire allusion à l'analyse des données. Je pense, je ne sais pas si c'est ça, mais sur le plan technique, donc ce n'est pas ça la méthode. Ce n'est pas ça le paradigme qu'il utilise pour collecter les données. Et donc, quand il va dire méthode analytique, en fait, il veut embrayer seulement la chose, il veut juste remplir de pages. Mais normalement, ce n'est pas une méthode analytique. Mais je comprends bien qu'il y a une méthode descriptive et la méthode descriptive va lui imposer des analyses, par exemple, statistiques. Ce n'est pas pour autant qu'il utilise une méthode analytique dans le travail pour appréhender les données. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est ma contribution, ma compréhension par rapport à la préoccupation de Honnête. Par rapport à la sœur, je pense qu'à plus de ce qui a déjà été dit, effectivement, on peut commencer par l'approche phénoménologique pour comprendre un sujet. Lorsque vous faites une étude, par exemple, qualitative, et par la suite, parce que comme l'étude qualitative va vous permettre de générer des hypothèses, vous pouvez maintenant, à partir de cela, essayer un peu d'aller sur la voie quantitativiste et donc de prendre l'approche quantitative pour essayer de voir est-ce que pour aller généraliser les résultats à partir d'une recherche quantitative. Donc, on peut commencer par le qualitatif pour aller aussi vers le quantitatif. Et comme madame a dit, soit on peut combiner les deux. Donc, comme Josué là, aille à le dire, on utilise l'approche mixte. Voilà un peu ce que je voudrais dire à ce niveau de débat. Et je voudrais directement clôturer cette séance en remerciant les uns et les autres pour leur participation active à notre débat. Vous trouvez que c'est très enrichissant et nous ne cessons d'apprendre, chers collègues. Et personnellement, j'ai encore appris aujourd'hui beaucoup de choses. Et nous attendons donc de Josué. Josué va m'envoyer le fichier que je vais mettre sur le site et que je vais envoyer aux uns aux autres par email. Voilà un peu. Et demain, nous allons parler du processus de l'élaboration. Nous allons parler de la population et de l'échantillon. Population et échantillon, mais nous allons le faire sous un autre format. Nous n'aurons pas une classe virtuelle, mais il y aura une vidéo qui sera postée en ligne, donc sur le site web. Et là où, si vous êtes intéressé par la question, il faudra vous connecter à partir du site pour suivre la vidéo et essayer un peu de répondre aux différentes préoccupations. Donc voilà, merci et à la prochaine. Merci beaucoup.
que Dieu vous bénisse. Je remercie Wenceslas qui est intervenu de Bujumbura. Je remercie Josué qui est intervenu de Nairobi. Je vois Gracia, Marie-Joëlle qui sont peut-être au campus Salomon. Peut-être au campus Salomon. Moi, la sœur, et honnête, Madame Semerita, nous sommes au campus Moïse. Et donc, merci encore une fois pour votre disponibilité et que Dieu vous bénisse. Il y a des activités en ligne sur le site web. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, essayer un peu de répondre aux différentes questions. Par exemple, il y a des travaux pratiques. Nous sommes des chercheurs. Par exemple, il y a des questions par rapport avec ce que nous sommes en train de faire. Chacun peut rentrer dans son projet de recherche pour essayer un peu de voir quelle est la posture, le paradigme qu'il va utiliser dans sa recherche s'il n'a pas encore répondu. Il essaye un peu encore de lire son projet pour dire quel est le paradigme que je vais utiliser à la fin des comptes. Voilà, donc par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Voilà, merci encore une fois et bonne suite des temps. Merci. On peut applaudir pour Josué pour l'intervention et à la prochaine.